Alors cette question de la masse de l'univers va nous mener directement à une énigme centrale et lancinante de la physique et de l'astrophysique contemporaine, celle de la matière noire. La matière noire, elle fut en quelque sorte découverte il y a près de 80 ans grâce à l'astronome suisse Franz Zwicky, idée qui a été ensuite développée et consolidée par l'astrophysicienne américaine Vera Rubin. C'est donc véritablement une énigme, un questionnement qui perdure dans le temps et qui est aujourd'hui encore non résolu. Alors en effet, pour y faire face, il faut commencer par estimer la masse de l'univers. Alors quand on parle de masse de l'univers, c'est un peu caricatural. La masse totale de l'univers n'a finalement pas beaucoup d'importance. Si l'univers est infini, ce qui est possible, elle est aussi infinie et finalement cela est sans conséquence. Ce qui est important du point de vue observationnel comme théorique, c'est la masse volumique de l'univers, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes par mètre cube moyen du cosmos. C'est ça qui va présider à sa dynamique, à son expansion, à son devenir. Et le petit miracle, c'est que cette masse volumique moyenne de l'univers, on peut effectivement la connaître aujourd'hui avec une précision remarquable. D'abord, on a une théorie pour l'estimer. Cette théorie, c'est la théorie de l'inflation qui prédit et prévoit que juste après le Big Bang eut lieu une expansion considérable des distances dans l'univers. Alors quel lien y a-t-il entre cette sorte d'explosion cosmique et la masse? Eh bien, le lien, un peu miraculeux, en tout cas très élégant à mon sens, il est effectivement permis par les équations d'Einstein, par la relativité générale. Pourquoi? Parce que la relativité d'Einstein nous apprend que la forme de l'univers est directement liée au contenu de l'univers, c'est-à-dire précisément à la quantité de matière qui s'y trouve et à la nature de cette matière. Or, l'inflation fixe la forme de l'univers. C'est très simple à comprendre. Imaginez un ballon de baudruche. Il est arrondi. Mais si on souffle dedans, eh bien, il devient localement plat. Autrement dit, la forme du ballon est connue. L'inflation va fixer la forme de l'univers. Il devient euclidien. Il devient d'une géométrie triviale. Mais si je connais la forme, grâce aux équations d'Einstein, je connais le contenu. Et par cette manière, je peux inférer la masse de l'univers. Alors, est-ce qu'on y croit tout à fait? Oui et non, parce que ça reste une théorie, parce que ça reste un peu spéculatif, et on aimerait bien d'autres arguments. Et c'est effectivement le cas. On a une deuxième approche pour mesurer la masse de l'univers, qui est complètement indépendante de la première, et qui repose presque exclusivement sur des observations, et des observations simples. Depuis plusieurs décennies, on observe ce qu'on nomme le rayonnement cosmologique fossile. C'est la première lumière de l'univers, c'est l'écho du Big Bang. Et ce qu'on observe dans cette lumière, ce sont des fluctuations comme ça dans l'univers, des petites ondes qui se propagent, parce que la matière a tendance à s'agglutiner, la lumière au contraire joue comme une force d'homogénéisation, et de la compétition naissent des oscillations. Or on le sait, quand on écoute en mélomane un instrument de musique, le timbre de l'instrument nous renseigne sur sa facture. On peut comprendre de quoi il est constitué à partir de sa structure harmonique. Et c'est exactement ce que l'on fait pour le cosmos. À partir de la nature et de la forme et des autres caractéristiques de ces ondes se propageant dans le plasma de l'univers jeune, on peut, là encore, déterminer la masse volumique moyenne. Et la bonne nouvelle, c'est que ces deux informations concordent et nous permettent donc aujourd'hui de connaître avec une fiabilité élevée ce qu'on appelle la masse de l'univers. Alors voilà, ça c'est la question centrale. On a une vision globale de la masse de l'univers, mais il serait heureux qu'en faisant la somme des masses des constituants, je retrouve la même valeur. De la même manière que je pourrais calculer d'une manière globale la masse des objets se trouvant dans cette pièce, mais il faudrait qu'en faisant la somme de nos corps et des quelques meubles qui se trouvent ici présents, je retrouve naturellement la même valeur. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui pèse dans l'univers? Essentiellement, uniquement les étoiles. Si on regarde le système solaire, les planètes ont une masse essentiellement négligeable, les trous noirs sont vraisemblablement très peu nombreux, même bien sûr au-delà du système solaire, et si on réfléchit un peu, parmi tous les objets connus, la masse de l'univers devrait être essentiellement contenue dans les seules étoiles, c'est-à-dire les astres qui sont de nature et de structure similaires au Soleil. Or les étoiles brillent, donc il est facile de connaître leur présence, de connaître leur nombre et de connaître leur masse individuelle.
Et donc on peut faire la somme de la masse de toutes les étoiles, bien sûr on le fait intelligemment, on tient compte des effets de masque, des effets d'ombre, des effets de proximité, etc. Mais c'est très facile à faire. Et on peut comparer cette masse visible, la masse des étoiles, avec la masse totale de l'univers qui a été déterminée par les techniques que nous évoquions précédemment. Et là, la catastrophe s'avère immense. Il y a une inadéquation radicale, non pas d'un facteur 1,2 ou d'un facteur 1,3, il y a un facteur 200 de différence entre la masse des étoiles et la masse totale de l'univers. Autrement dit, les étoiles ne représentent que 0,5% de la masse totale inférée par les démarches que nous évoquions tout à l'heure. Alors ça, évidemment, c'est un problème gigantesque. Parce que ce que ça signifie en première approximation, c'est que nous ne comprenons pas en réalité ce qu'est le contenu de l'univers. Et donc, cette immense majorité de la masse du cosmos qui semble exister, mais qui n'est pas constituée des étoiles ou des planètes ou des choses connues, c'est précisément ce qu'on nomme la matière noire et qui constitue une interrogation centrale en physique et en astrophysique. Alors cette matière noire, bien sûr, on peut quand même tenter d'en comprendre un peu la nature et l'origine. En particulier, on sait aujourd'hui, par des techniques là encore complémentaires les unes des autres, évaluer la masse totale de l'univers sous forme baryonique. Alors baryonique, c'est un mot un peu savant, voire barbare, pour signifier essentiellement la masse normale de l'univers. Normale, c'est-à-dire qui est constituée de protons et de neutrons, comme nos corps, comme les meubles, comme la totalité de ce qui se trouve autour de nous sur Terre. Et le résultat de l'analyse de la masse normale ou baryonique de l'univers, c'est qu'elle est environ 10 fois plus grande que la masse totale des étoiles. Et là, vous voyez apparaître un double paradoxe absolument stupéfiant. Parce que 10 fois plus que les étoiles, c'est énorme. Ça signifie qu'il y a de la matière dans l'univers qui n'est pas sous forme stellaire, qui ne se voit pas, et qui est considérablement plus abondante que la matière des étoiles. Mais le second paradoxe qui est attaché à celui-là, c'est que 10 fois plus que 0,5%, ça fait seulement 5%. Autrement dit, on est encore très loin du compte. Même en tenant compte de cette matière noire, invisible mais normale, on n'explique toujours pas la masse totale de l'univers. Mais on peut aller plus loin. On sait aujourd'hui mesurer la quantité de matière noire anormale, ce qu'on appelle en astrophysique la matière non baryonique, c'est-à-dire qui n'est pas constituée de protons et de neutrons. Cette matière noire représente environ, je donne des chiffres approximatifs, 25% de la masse de l'univers. Et là, on voit à nouveau apparaître un double paradoxe. 25%, c'est 5 fois plus que la matière noire totale, normale, et c'est donc 50 fois plus que la masse des étoiles. C'est un paradoxe absolument considérable. Ça signifie qu'il y a autour de nous de la matière noire, dont la nature est strictement inconnue, qui n'est pas faite de protons et de neutrons, c'est-à-dire que non seulement elle déjoue la compréhension du macrocosme, mais elle déjoue aussi la compréhension du microcosme, puisque sa structure intime échappe à notre connaissance, qui est beaucoup plus abondante que celle des étoiles. Et le deuxième paradoxe qui est associé à ça, c'est que ce n'est pas seulement une question de cosmologie, c'est aussi une question, disons, de physique des hautes énergies, c'est-à-dire de physique des particules élémentaires, parce que ce qui est ici en jeu, c'est pas simplement la compréhension ou la connaissance de ce qu'il y a à grande échelle, à l'échelle des galaxies ou des amas de galaxies, c'est aussi véritablement une mise en exergue, une mise en lumière de ce que notre compréhension de l'infiniment petit est lacunaire et de ce qu'il existe très vraisemblablement de nouvelles particules dans l'univers qui jusqu'à maintenant échappent à notre détection, y compris aux détecteurs et aux accélérateurs, comme ceux qui sont actuellement mis en place auprès de l'accélérateur LHC du CERN, qui tentent de mesurer cette matière noire, mais qui jusqu'à maintenant n'y parvient pas. Alors bien sûr, la question de la certitude, elle est toujours à considérer avec circonspection en science, puisque précisément, et contrairement à un certain nombre de dogmes qui, je crois, sont inexacts, la science n'est jamais dans la certitude, elle est toujours dans un rapport au doute, à la déconstruction, à la remise en cause. Cela est structurel et bien évidemment, ce n'est pas péjoratif quant à la conception de la science, au contraire, c'est même une des élégances et une des gloires de sa méthode que d'être capable d'une remise en cause permanente et par conséquent de savoir que la certitude est quelque chose qui lui est comme structurellement étranger. Mais je dirais qu'au-delà de ces réserves générales, oui, nous avons en effet de très bonnes indications quant à l'existence de la matière noire. Pourtant, le doute était permis,
Parce que finalement, comment sait-on qu'elle existe alors même qu'on ne la voit pas? Eh bien, comme nous venons de l'expliquer, on déduit son existence des effets gravitationnels. C'est-à-dire que la matière noire a des conséquences sur son environnement, et c'est à partir de ces conséquences qui sont dues à la théorie de la gravitation qu'on comprend qu'en effet, elle existe. Alors bien sûr, l'autre possibilité serait de dire peut-être qu'elle n'existe pas, mais que la théorie de la gravitation est fausse. Peut-être finalement suspecte-t-on l'énergie de la matière noire parce qu'elle est une conséquence d'une théorie qui n'est pas exacte. Et naturellement, cette piste, cette éventualité, a été envisagée, elle a généré un grand nombre d'études et beaucoup d'articles sont actuellement consacrés à cette hypothèse de ce que la matière noire n'existerait pas, mais qu'elle serait une sorte de fantôme, un artefact dû à l'utilisation d'une théorie de la gravité inadaptée. Cette possibilité était légitime, elle a particulièrement été fouillée, dirais-je, ou poussée à son paroxysme par la théorie monde, ce qui signifie gravité dynamique newtonienne modifiée, qui suppose que dans le régime des très faibles accélérations, les lois de la physique changent un petit peu, et ce qui permet effectivement d'expliquer un certain nombre d'observations sans matière noire, mais en changeant les lois de la physique. Et pourtant, cette hypothèse est défavorisée aujourd'hui pour une raison qui est un peu technique, mais relativement simple à comprendre. Il y a quelques années, nous avons observé la collision de deux amas. Et dans cette collision, ce qu'on observe, c'est que le centre de la présence de matière ne coïncide pas avec le centre des effets gravitationnels. Et ça, en quoi est-ce que ça constitue une sorte d'indication forte de présence de matière noire? Si je change les lois de la physique, je peux effectivement modifier leur dépendance fonctionnelle, je peux changer leurs effets à grande distance, mais je ne peux pas changer leur symétrie. C'est un principe de base en science, sauf quelques cas très particuliers. Les conséquences ont au moins la symétrie des causes. Or là, ce que je vois, c'est que la symétrie de la matière ne coïncide pas avec le centre de symétrie des effets gravitationnels. Et donc très vraisemblablement, cette observation, qui a d'ailleurs depuis été suivie par d'autres, vient montrer que la matière noire est très probablement une existence réelle de particules constituant des objets massifs dans l'univers et qu'elle n'est pas un simple spectre, un simple artefact associé à une théorie gravitationnelle inadaptée. Une fois qu'on a compris que l'essentiel de la masse de l'univers n'était pas constitué d'étoiles, il faut aller au-delà et tenter maintenant de donner un véritable contenu à cette matière noire, de lui donner une sorte d'identité microscopique. Alors c'est un défi majeur, un très grand nombre d'études, de recherches, aussi bien théoriques qu'expérimentales, sont actuellement dévolues à cette question de la nature de la matière noire. Alors pour ce qui est de la matière noire normale, celle que nous avions nommée baryonique, on a aujourd'hui de bonnes idées et il est vraisemblable qu'elle soit composée de gaz chauds se répartissant entre les amas. Mais la question vraiment centrale, essentielle et peut-être même révolutionnaire, c'est celle de la matière noire anormale. La matière noire non baryonique, qui, je le rappelle, est 5 fois plus abondante que la matière noire normale, qui est elle-même 10 fois plus abondante que les étoiles. Cette matière noire-là, nous n'avons à l'heure actuelle aucune compréhension consensuelle de ce qu'est sa nature. On a eu des idées, on a pensé aux neutrinos, ces sortes de particules fantômes, mais on sait aujourd'hui que bien que leur masse soit sans doute plus grande que celle des étoiles, ils ne peuvent pas expliquer la matière noire. Et puis on a eu une très bonne idée. Cette très bonne idée, elle était associée à une nouvelle théorie qu'on nomme la supersymétrie. Alors la supersymétrie, c'est une extension de notre compréhension de la physique des particules élémentaires. Aujourd'hui, on a un modèle standard qui fonctionne assez bien pour expliquer le jeu, le comportement des petites particules quand on regarde extrêmement près dans ces microscopes géants que constituent les accélérateurs de particules. Mais ce modèle n'est pas satisfaisant jusqu'à ses limites en quelque sorte, il est grévé par un certain nombre d'incomplétudes. Et pour aller au-delà, cette théorie dite supersymétrique permettait de résoudre l'essentiel des problèmes. D'abord, elle crée une sorte de pont entre le monde des forces et le monde des corps, ce qui était très élégant. D'un point de vue mathématique, elle est presque la seule symétrie qu'on puisse ajouter au modèle standard sans violer certaines lois fondamentales de la physique, ce qui est, je dirais-je, séduisant du point de vue de la complétude. Elle est prédite par la théorie des cordes, ce qui est un argument peut-être secondaire, mais néanmoins parfois convaincant.
Elle permet d'expliquer la masse de ce fameux boson de Higgs qui a été découvert il y a peu de temps au LHC. Elle permet de résoudre les problèmes de hiérarchie, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il des grandeurs si différentes dans le modèle standard. Autrement dit, du point de vue théorique, cette supersymétrie est presque parfaite. Et par rapport au problème qui nous intéresse, elle a une vertu cardinale, c'est qu'elle prédit l'existence de particules qui sont massives, faiblement interagissantes et stables. C'est exactement ce qu'il faut pour expliquer la matière noire. En effet, il faut des particules massives. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel de la masse de l'univers, donc leur masse doit être élevée. Il faut qu'elles soient stables, sinon elles se seraient déjà désintégrées. N'oublions pas que le Big Bang eut lieu il y a presque 14 milliards d'années. Et il faut qu'elles interagissent faiblement. Pourquoi? Parce que sinon nous les aurions déjà vues. Autrement dit, cette supersymétrie produisait un candidat idéal pour expliquer la matière noire non standard de l'univers. C'était le candidat privilégié. Mais à l'heure actuelle, le grand accélérateur LHC du CERN ne l'a pas découverte. Elle n'est pas tout à fait exclue, mais elle est très défavorisée par l'expérience. Et donc nous nous trouvons dans ce cas de figure intéressant, où la nature en quelque sorte nous dit « Vos idées étaient belles, elles étaient élégantes, elles étaient séduisantes, mais elles sont fausses. » Et donc à l'heure actuelle, nous n'avons pas de candidat universel pour la matière noire. Les dernières observations, en particulier dues aux ondes gravitationnelles, font revenir en quelque sorte au goût du jour l'hypothèse des trous noirs, parce qu'on se rend compte que le nombre de trous noirs présents dans l'univers est vraisemblablement beaucoup plus élevé que prévu. Mais pour expliquer la matière noire, il faut des trous noirs très particuliers, qui se sont formés très tôt dans l'univers et qui ne sont pas dus à l'explosion d'étoiles. Et ces trous noirs-là, aujourd'hui, nous n'avons aucune idée raisonnable de la manière de les former. Autrement dit, et sans aucun doute, cette énigme n'est pas encore résolue et elle est vraisemblablement un des mystères les plus centraux ou nodaux de la science contemporaine. Alors en effet, même en sommant les 25% de matière noire anormale et les 5% de matière noire normale, nous n'arrivons encore qu'à 30%. Autrement dit, même avec cette matière noire mystérieuse qui est incomprise, nous ne retrouvons toujours pas les 100% de l'énergie totale de l'univers. Alors pour comprendre ces deux tiers manquants, il faut peut-être revenir quelques années en arrière et se souvenir qu'une expérience a été entreprise, une mesure observationnelle, pour essayer de mesurer la vitesse de décélération de l'univers. Rappelons que l'univers est en expansion. C'est le modèle du Big Bang, ce n'est pas un paradoxe, ce n'est pas une étrangeté, c'est prédit par la théorie d'Einstein, c'est observé par les télescopes, tout va bien. Mais ce qui est étrange, ce n'est pas l'expansion de l'univers. Ce qui est étrange ou intéressant, c'est de voir comment cette expansion change avec le temps. Et en particulier, comment elle décélère avec le temps, puisque la gravitation est une force attractive, donc une force de freinage. Et ce qui a été mesuré, c'est que la décélération est négative. Pour le dire de façon claire, l'univers accélère. Voilà l'aporie, voilà le paradoxe, voilà la grande étrangeté. Comment se peut-il que l'univers soit en accélération alors qu'il est en train de freiner? Il y a manifestement une incohérence. On ne connaît pas, à l'heure actuelle, la source de cette accélération. On n'en connaît pas la cause. Mais on peut estimer l'énergie qui est nécessaire, donc toujours pareil, la densité d'énergie, qui est nécessaire pour expliquer cette accélération. Et on trouve que cette énergie requise, le moteur en quelque sorte, de l'accélération de l'expansion cosmique, correspond exactement aux 70% qui manquaient pour expliquer et pour retrouver les 100% de l'énergie de l'univers. Donc aujourd'hui, nous avons cette image globale qui est assez cohérente. On connaît la masse énergie totale de l'univers. Et si on fait la matière noire normale, plus la matière noire anormale, plus cette composante d'accélération que l'on nomme de façon un peu imagée l'énergie noire, on retrouve bien les 100%. Mais le problème reste entier, parce que nous avons en quelque sorte ici recouru, diraient presque les linguistes, à des signifiants sans signifier. C'est-à-dire que nous avons des mots, mais ces mots ne désignent rien. Parce que matière noire normale, on croit savoir ce que c'est, ce gaz. Matière noire anormale, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Et énergie noire, c'est presque pareil. Nous avons des pistes, naturellement. La théorie d'Einstein, la relativité générale, par la constante cosmologique, permet d'expliquer cette accélération de l'univers. Mais la valeur qu'il faut donner à la constante cosmologique n'est pas compatible avec la physique quantique. Sans entrer dans les détails techniques, ce qui est intéressant dans ce qui se joue ici,
c'est que le problème est non seulement scientifique, il est avant tout scientifique, il est avant tout astrophysique, il est avant tout subatomique, mais il est aussi philosophique. Parce que des questions se posent quant à la nature des théories scientifiques et quant à la naturalité des théories scientifiques. C'est-à-dire, une explication est-elle convaincante? Qu'elle soit possible, la rend-elle crédible? Qu'elle soit envisageable, la rend-elle légitime? Et on observe un grand débat entre les spécialistes. Aucun d'entre nous n'est tout à fait d'accord avec ses collègues, et il est fascinant de constater que les questions portent autant sur les détails calculatoires, de problèmes très techniques, très mathématiques, de renormalisation, de correction radiative, etc., que des problèmes plus philosophiques, consistant à comprendre si oui ou non une hypothèse est convaincante, est simple, est rationnelle, est raisonnable, est, dit-on même parfois, naturelle. Donc je crois qu'on assiste avec cette problématique de la matière noire à une convergence intéressante entre des problèmes très mathématiques et des problèmes de nature plus épistémologique.